Là, on est déjà 29 personnes d'un peu partout. Donc, merci beaucoup d'être présent. Je me représente une autre fois, Catherine Pilon, organisatrice communautaire à la Fédération des locataires HLM du Québec. Et j'aurai le plaisir de co-animer avec le coordonnateur de la Fédération, M. Robert Pilon. Bonjour, Robert. Bonjour, Catherine. Bonjour tout le monde. Merci à vous d'être là. Donc, aujourd'hui, c'est la deuxième d'une série de 3 formations sur les représentants, les administrateurs au conseil d'administration qui sont locataires, donc élus par les locataires. On a vu dans la première formation, en fait, plus l'aspect général du fonctionnement du conseil d'administration. Et dans cette deuxième formation-ci, on va regarder plus précisément comment bien agir comme administrateur. Alors, ben là, ceux qui nous suivent les lundis, les mercredis, les lundis causeries, les mercredis formation, là, vous êtes un petit peu habitués à ce que je vais vous dire, mais je vais devoir le répéter quand même à chaque fois. Pour le bon déroulement, vous avez remarqué, là, on va fermer les micros de tous pour pas qu'il y ait des sons d'arrière-bruit parce que des fois, on ne se rend pas compte, puis là, on fait du bruit, ça nous empêche de bien comprendre. Donc, les micros sont fermés, la séance est enregistrée, donc libre à vous de mettre ou pas votre caméra parce qu'on enregistre la séance pour pouvoir la mettre sur notre site Internet par la suite, de sorte à ce que même vous puissiez revoir des séquences pour vous rappeler l'information ou que d'autres personnes puissent aussi regarder la formation parce qu'il n'aurait pas été disponible à ce moment-ci. Donc, voilà. Ça, c'est pour l'aspect plus technique. Et vous dire encore que notre moyen de communiquer, mon rôle à moi, dans le fond, c'est vraiment d'être votre porte-parole. Si vous voulez poser des questions, vous êtes invité à écrire dans le chat. Donc, en bas de votre ordinateur, il y a une petite bulle qui est marquée chat. Et donc, vous cliquez dessus. À droite va apparaître une bande blanche. Et au bas de la bande blanche, si vous écrivez à everyone ou tout le monde, si votre Zoom est en français, vous pouvez m'écrire votre question. Les questions. Si vous voulez, vous marquez votre nom. Comme ça, on va pouvoir dire à tout le monde qui pose la question, mais c'est une option. Par contre, dites-nous votre ville et posez une question courte. Si vous m'écrivez tout un roman, je ne peux pas avoir le temps de lire les romans de chacun, même si ça serait extraordinaire. Écrivez-moi une phrase courte, s'il vous plaît, 1-2 phrases. Et après, vous me dites si vous souhaitez intervenir ou pas. Donc, simplement dire « je souhaite intervenir ». Puis à ce moment-là, quand on va faire les pauses au fur et à mesure, je vais pouvoir vous donner la parole et à ce moment-là, vous irez cliquer sur votre micro en bas à gauche. Le petit micro, en ce moment, il est rouge et avec une barre dessus. Vous cliquez là, puis activez votre micro et on va vous donner la parole à ce moment-là. Donc, ça fait le tour des petites instructions. Nous pouvons commencer pour la présentation. Le contenu, c'est vraiment Robert qui va vous livrer le contenu d'aujourd'hui. Il y a juste quelqu'un, Odette Pelletier, qui a levé la main. Peut-être que c'est un aspect technique. Donc, je vais juste lui donner la parole rapidement. OK? Donc, Odette Pelletier, si vous voulez ouvrir votre micro, je vais... Oui? C'était pour technique seulement. OK. OK, je le ferme, là. Ah, OK, parfait. Donc, je pensais que vous faisiez un test. C'est bon. Non, c'est un test. Excellent. Ça marche. Donc, on va pouvoir refermer. Tout fonctionne bien. Alors, Robert, c'est à toi. OK. Encore une fois, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va regarder les responsabilités comme administrateur. J'ai un petit PowerPoint, donc j'ai une douzaine de diapositives qu'on va regarder ensemble. Puis, alors, on va commencer. OK. Bon, alors, donc aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est le code de déontologie. Parce que depuis 2007, vous savez, les HLM appartiennent à la Société d'habitation du Québec. La Société en confie la gestion aux offices d'habitation.
sur les conseils d'administration d'office, il y a des administrateurs. Donc, c'est la Société d'habitation du Québec qui, en 2007, a adopté c'est un règlement, mais qui est dans la loi de la Société d'habitation du Québec. Et donc, c'est un règlement c'est un code de déontologie des dirigeants et administrateurs d'un office. Donc, ça couvre les administrateurs, mais aussi les dirigeants. Les dirigeants, là, c'est le directeur général ou la directrice générale. Ce n'est pas l'ensemble des employés. Et ce code-là, ben, il vise à favoriser l'intégrité, la transparence et l'impartialité dans l'administration. Puis, ça vise aussi à responsabiliser les administrateurs et les dirigeants. Ça veut dire que les gens qui sont au CA sont responsables légalement, sont imputables. Puis les mots-clés, là, dans le fond, on doit être honnête et transparent. C'est un organisme public, on gère des fonds publics, on doit être transparent, on n'a rien à cacher. Bon. Code de déontologie. Le code, il y a des principes à l'intérieur, et si ces principes-là n'étaient pas respectés, vous voyez, c'est la PDG, donc la présidente, là on dit le président, directeur général, mais pour la première fois en 50 ans, c'est une femme qui est, donc on va parler de la présidente directrice générale de la Société d'habitation du Québec. C'est elle qui est la personne responsable de sévir s'il y a des manquements au code de déontologie. Donc, si quelqu'un constate un manquement au code, puis là, j'insiste sur quelqu'un, ça peut être n'importe qui. C'est pas obligé, ça peut être un administrateur, mais ça pourrait être n'importe quel citoyen, ça pourrait être un locataire. N'importe qui au Québec pourrait déposer une plainte contre un dirigeant ou un administrateur qui ne respecte pas le code de déontologie. Et là, il y a un formulaire de plainte qui existe là, à la Société d'habitation du Québec. Ça, il faut le savoir. Là. Mais si vous contactez la Fédération, nous autres, on sait où se trouvent les formulaires de plainte. Donc, n'importe qui peut remplir un formulaire de plainte pour déposer une plainte contre un dirigeant ou un administrateur qui ne respecterait pas le code. Et là, il y aurait une enquête du bureau de la présidente, de directrice générale de la SHQ. On vérifierait quels sont les faits. On demanderait aux gens, est-ce qu'il y a des témoins de ça? Est-ce qu'il y a des preuves? On vérifierait aussi la version des gens contre qui on fait des plaintes, quelle est leur version à eux. Et finalement, la PDG ferait une enquête et rendrait un jugement. Et elle a le pouvoir de, vous le voyez, c'est dans le deuxième petit paragraphe, là, la PDG peut imposer comme sanction une réprimande, donc une espèce de lettre au dossier, là. On vous chicane par écrit, ou on peut suspendre un administrateur ou suspendre sans rémunération un dirigeant pour une période de 3 mois, ou on peut révoquer. Donc, on peut destituer un administrateur ou congédier un directeur ou une directrice. Ça, c'est la pire des sanctions, évidemment. Ça existe depuis 2007. Donc, au cours des 13 dernières années, je vous dirais qu'à peu près 2 à 4 fois par année, il y a des plaintes qui sont jugées fondées par la PDG, puis il y a des gens, des administrateurs ou des dirigeants d'office qui sont sanctionnés. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Je vais vous donner des exemples de sanctions qui sont arrivées. Bon. Le but de ça, évidemment, c'est de faire un peu la discipline, s'assurer que les administrateurs et les dirigeants agissent avec honnêteté, transparence, impartialité. Bon. Il y a beaucoup. Le code de déontologie comme tel, il va être disponible à compter de demain sur notre site Internet, sur notre page d'accueil. Il va y avoir la vidéo de la formation d'aujourd'hui. Puis je vais également mettre le code de déontologie. Il y a une quarantaine d'articles dans le code de déontologie. Aujourd'hui, on va regarder ceux qui nous intéressent le plus. J'ai divisé les articles en 2 sections. On va voir quels sont les devoirs des membres du CA. Puis ensuite, on va regarder un peu plus tard les articles qui portent plus sur les droits. Donc, on a des droits et des devoirs au CA. On commence par regarder les devoirs. Ben, tiens, juste avant, j'ai pris la peine de faire des petites entrevues vidéo avec des locataires qui siègent sur les CA d'office. Ça fait que je vais commencer par leur passer la parole, puis ensuite, je vais poursuivre.
On n'a pas de son, Robert. Oups. Excusez-moi, là, je viens de me rendre compte que j'ai mal fait mon travail. On commence. Ça devrait marcher. L'intérêt là. Bon, excusez-moi. J'essaierai de regarder, est-ce que je parle pour l'intérêt général des locataires et non pas pour mon intérêt personnel. Parce que mon intérêt personnel, des fois, peut être en conflit avec l'intérêt général des locataires et à ce moment-là, je dois le sacrifier, cet intérêt-là. Bon, donc, c'était notre ami Lucien Dionne de Kamouraska. Dans le fond, je vous ai parlé donc de l'obligation de faire preuve d'honnêteté, de transparence et d'impartialité. Ça, c'est assez général hein, comme obligation. Il y a le devoir de respecter la confidentialité des informations nominatives, le secret des délibérations et les huis clos. Ça, on va y revenir. J'ai une fiche toute particulière là-dessus. Donc, respecter la confidentialité. Ne pas parler au nom de l'Office à moins d'y être mandaté et ne pas faire de déclaration publique contre l'Office. Ça, écoutez, ça vaut la peine qu'on s'y attarde quelques secondes. Au conseil d'administration, lorsqu'on élit des officiers, puis qu'on élit notamment le président ou la présidente du conseil, c'est cette personne-là qui est autorisée à parler au nom du conseil. C'est le président ou la présidente qui est autorisé à parler au nom du conseil auprès du directeur ou de la directrice pour dire, regarde, on a voté telle chose, comment on va le réaliser. Mais c'est aussi cette personne-là qui est autorisée à parler au nom du conseil, au nom de l'Office, aux journaux, aux députés. Donc, il faut savoir que quand on n'est pas président ou présidente du CA de l'Office, qu'on est juste administrateur, on ne peut pas parler au nom de l'Office. On peut parler, on peut donner nos opinions, mais jamais il faut laisser croire qu'on parle au nom de l'Office. Il faut être très clair là-dessus, parce que ça serait une erreur, puis on pourrait se le faire reprocher. Ça serait un manquement là, au code de déontologie. L'autre chose, évidemment, c'est donc on ne peut pas parler au nom de l'Office, puis on ne peut surtout pas parler au nom de l'Office sur la place publique. Et plus que ça, on ne peut pas critiquer l'organisme dans lequel on siège sur le conseil sur la place publique. Ça serait faire preuve de déloyauté. Sur la place, quand on parle de déclaration publique, on s'entend, c'est dans les journaux, c'est dans un H&M, dans la salle communautaire, on ne peut pas se mettre à dire que l'Office n'a pas d'allure ce qu'ils font sur ci ou sur ça. Par contre, il y a une nuance à apporter. Les deux ou les trois locataires qui siègent au CA de l'Office, vous avez l'obligation de siéger également au comité consultatif des résidents. Le comité consultatif des résidents, c'est un comité à l'intérieur de l'Office. Hein? La loi prévoit que l'Office a l'obligation d'avoir un comité consultatif des résidents. Donc, c'est un comité qui est interne à l'Office. Ce n'est pas sur la place publique. Donc, oui, un administrateur peut, lorsqu'il participe au comité consultatif des résidents, dire ce avec quoi il est d'accord, ce avec quoi il n'est pas d'accord. Et ça, ce n'est pas dénigrer l'Office sur la place publique, c'est rendre compte à ceux qui nous ont élus. Mais je vais revenir un petit peu plus tard également. Autre obligation, transmettre au conseil d'administration toute information en sa possession et qui concerne l'administration ou les biens de l'Office. Donc, ça, c'est intéressant. Quand vous savez des choses qui marchent bien, des choses qui ne marchent pas bien, vous avez l'obligation d'en faire part aux autres membres du conseil d'administration pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées. C'est important. Vous ne pouvez jamais engager votre vote d'avance. Ça, c'est important aussi. On est élu par les autres locataires, on est élu par les membres du comité consultatif, on est leur représentant, mais on n'est pas un pion au service des locataires. Si les locataires nous demandent des choses, si une association ou le comité consultatif nous disent là, on veut que tel défende tel point, on peut rapporter les choses au conseil d'administration. Mais quand vient le temps de voter, on ne peut pas attacher notre vote d'avance. On doit
écouter ce qui se dit au conseil, les pour, les contre, les arguments, puis ensuite, en notre âme et conscience, comme on dit, on vote ce qui est le mieux. Mais on ne peut pas dire d'avance, et moi, là, je suis lié par mon comité, je suis obligé d'aller voter pour ou contre une proposition. Vous n'êtes pas un pion, vous êtes un administrateur et vous devez garder une certaine indépendance d'esprit, ce qui ne vous empêche pas de rapporter au conseil d'administration les informations, les demandes du CCR, les associations. Vous pouvez les rapporter, les expliquer. Mais quand vient le temps de voter, vous vous servez de votre tête, puis vous votez ce qui est le mieux. Vous pouvez voter pour les propositions des locataires, vous pouvez voter contre. Ça dépend du résultat des discussions. Vous devez éviter de vous placer en conflit d'intérêts personnels. Ça, on va revenir un peu tantôt sur la question des conflits d'intérêts, mais intérêts personnels, soyons clairs. Hein. Si, je ne peux pas, par exemple, essayer d'obtenir des faveurs pour moi ou pour les membres de ma famille. Je ne peux pas dire, ben là, vous allez venir changer mes tapis ou refaire ma cuisine en premier parce que je suis sur le conseil d'administration. C'est clair. Vous ne devez pas non plus accepter de cadeaux ou de privilèges pour vous et votre famille. Hein? Pas question de des enveloppes brunes, se faire graisser à la patte, les petits cadeaux. On ne peut pas accepter ça parce que c'est se faire acheter. On ne peut pas non plus faire preuve de favoritisme à l'égard de locataires en particulier. Quand on est au conseil, on est là pour qu'il y ait des règles humaines, justes, équitables pour tout le monde. On n'est pas là pour favoriser nos petits amis. C'est vrai pour nous comme locataires administrateurs, mais c'est vrai pour tous les autres administrateurs aussi. Hein. Puis, finalement, on doit participer avec assiduité aux réunions. Donc, on doit être à toutes les réunions. On s'est fait élire pour ça, donc on doit être là. Si on ne peut pas être là, il faut être capable de justifier notre absence. Puis, honnêtement, si on n'est pas capable de participer, bien, on donne notre démission, puis on en laisse un plus disponible venir faire le travail. Puis, finalement, on a une responsabilité de gérer les fonds de l'Office avec transparence et efficience. Puis là, j'insisterai sur le mot transparence. L'argent de l'Office, ça n'appartient pas à l'Office, ce n'est pas secret, c'est un organisme public et les dépenses que fait l'Office, on peut les rendre publiques. C'est pour ça qu'on dit qu'on doit gérer avec transparence. Efficience, ça veut dire évidemment qu'on doit gérer l'argent de la meilleure façon possible. Elle est rare et elle est dure à gagner l'argent, donc il faut la dépenser la plus efficacement possible pour prendre soin de nos immeubles et prendre soin de nos locataires. Ça, on va avoir l'occasion de prendre des discussions et des commentaires, mais je sais qu'on a une petite question, pas piège, mais on aurait une petite question à vous poser. Ça fait que si vous voulez bien vous prêter au jeu, je vais vous envoyer une question. J'aimerais que vous y répondiez, puis après ça, on va en jaser. Donc, la question, c'est peut-on donner des détails sur les discussions qui ont lieu au CA de l'Office? Mettons, par exemple, on a eu une grosse discussion la semaine passée sur on va-tu permettre les animaux dans nos HLM? Vous savez, au Québec, dans la moitié des HLM, on permet les animaux, puis il y a encore une moitié des offices où on ne les permet pas ou très peu. Fait que mettons qu'on est dans un office où les animaux ne sont pas pantoute permis, puis il y a des locataires qui aimeraient ça, un petit chat ou un petit chien, que ça fait des années, puis là, ils nous poussent. On amène ça au conseil d'administration la semaine passée, hier. Puis là, aujourd'hui, moi, je suis dans le bloc, puis là, il y a des locataires qui me disaient, puis Robert, qu'est-ce que ça a donné, là? Qu'est-ce qui s'est passé au CA, ces animaux? Peux-tu nous en parler? Donc, ma question, c'est, peut-on donner des détails sur les discussions qui ont lieu au CA de l'Office? Oui ou non? Réfléchissez. Vous pouvez voter, en fait, actuellement. Mon Dieu, les gens sont de plus en plus rapides. Le vote rentre. Manon est vite sur le piton. Oui, fulgurante. OK. Donc, sur nos 35 participants, il y en a 24 qui ont voté. Les autres, vous avez le droit de... Ça continue. 25, OK. Le vote n'est pas obligatoire. Là. On est comme aux États-Unis. Là. On peut même empêcher certaines personnes de voter si... Bon, 25. OK. Alors, oh, mon Dieu. On va garder ça à 25 parce que sans ça, ça va être égal. Ça fait que je vous renvoie les résultats.
C'est comment, oui. Veux-tu que je le fasse? Share result, OK. Donc, vous voyez, tadam! 12 qui disent que oui, 13 qui disent que non. Une chance qu'il n'y en a pas un de plus qui a voté, parce que sans ça, donc on gagne. Qu'est-ce qui gagne? Donc, peut-on donner des détails? Non. Bon. C'est un peu une question piège, hein, parce que la vraie réponse, c'est oui, on peut donner des détails, mais non, on ne peut pas tout dire. Fait que, ce que je dirais là-dessus, c'est que donc l'Office, c'est un organisme public. C'est l'argent du public. Il y a des règlements publics. Je dirais que ce qui se passe au conseil d'administration, puis en plus, il existe au Québec, on le sait, une loi qui s'appelle la loi sur l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels. C'est la même loi. C'est une drôle de loi, dans le fond, quand tu y penses. On a l'accès à l'information, protection des renseignements personnels. Ça veut dire qu'on a le droit de tout savoir, sauf les renseignements personnels. Ça, c'est une loi provinciale. Donc, les offices sont liés à ça. Donc, si moi, je siège sur un conseil d'administration, je pourrais dire, par exemple, au CA, hier, on a jasé de 10 locataires qui ont de la misère à payer le loyer. Puis là, on a décidé que c'était assez, qu'on allait tirer à la plug et qu'on allait à la régie du logement contre eux autres. Ça, je pourrais le dire. Ou je pourrais dire, on a décidé d'être humain, puis on va essayer de faire. On a demandé à nos employés de les contacter, puis de voir ce qui ne marche pas avec eux autres, et d'essayer de prendre des arrangements de la dernière chance, parce qu'on ne voudrait pas être obligé d'aller à la régie du logement. Ça, je peux dire ça. Mais je ne peux pas dire que c'est M. Pilon, puis c'est c'est Yves, puis c'est Odette qui ne payent pas le loyer. Vous comprenez? Je peux dire qu'il y a 10 locataires qui ne paient pas le loyer. Puis qu'est-ce que, comme conseil d'administration, on a décidé de faire? Je pourrais même aller plus loin. Je pourrais dire, ça n'a pas été facile comme discussion, là, parce que ce monde-là, il y en a beaucoup là-dedans qui ne payent pas le loyer depuis longtemps, puis c'est beaucoup, beaucoup de travail pour nos employés de courir tout le temps après eux autres, puis pendant qu'ils font ça, ils ne font pas autre chose. Puis je pourrais dire, ça a été chaud comme vote, puis il y en a qui voulaient qu'on ait à la régie parce que ça fait longtemps, puis ça nous coûte cher comme en temps et en employés de courir après ces gens-là. Puis que d'autres qui ont dit non, il faut être humain, puis il faut encore lui donner une chance. Je peux dire c'est quoi les arguments qui ont été discutés au conseil, mais je ne pourrais pas dire c'est M. Pilon, le conseiller municipal, qui a dit que là ça fallait tirer à la plug, ça coûtait assez cher de temps et d'employés qu'il fallait la régie. Donc, je peux dire c'est quoi je peux donner des détails sur les discussions, les arguments pour, les arguments contre, mais je ne peux pas dire c'est qui a dit quoi. De la même façon que je ne peux pas nommer les noms de locataires, je ne peux pas nommer le nom des gens qui ont dit telle ou telle chose pendant la réunion. Pourquoi? Parce qu'imaginez, si le lendemain matin, là moi, je pars, puis là, je ne sais pas ce que M. Pilon a dit hier, il a dit à l'affaire, c'était écœurant. Puis là, je le dis à quelqu'un, tu sais, puis le jeu du téléphone, en une journée dans le HLM, là, ça part le téléphone, puis à la fin, ça serait dit que M. Pilon, tu ne sais pas ce qu'il a dit qu'il fallait mettre tout le monde dehors. Tu sais. Ça fait qu'il faut taire. Puis pourquoi? Imaginez si moi, je siège sur un conseil, puis là, si je dis de quoi, puis que ça risque d'être rapporté tout croche le lendemain dans la ville ou dans le village, puis dans un mois, ça va être encore plus gros, bien là, je n'oserai plus rien dire. C'est pour ça qu'il faut taire ce qu'on appelle le secret des délibérations. Mais le secret des délibérations, c'est qui a dit quoi. Mais on peut dire, exemple, ces animaux, là, il y avait 2 camps. Il y a ceux qui disent que les animaux, c'est un paquet de troubles, que le monde sont allergiques, puis qu'ils ont peur, puis qu'il ne faut pas permettre les animaux. Puis il y en a d'autres qui disent que la zoothérapie, bien là, c'est le temps de s'ouvrir à ça. C'est ça, on peut le dire. Mais on ne dit pas les noms. La dernière chose, c'est que, et ça, c'est très rare, mais si le conseil d'administration vote un huis clos sur une question précise, exemple, je ne sais pas, moi, on veut faire des gros travaux ou on négocie avec un syndicat des conventions de travail, puis là, il faut garder le secret sur les positions qu'on va prendre. Bien là, s'il y a un huis clos qui est demandé, évidemment, on va respecter le huis clos. Mais on ne peut pas dire que tout ce qui se passe au CA de l'Office, c'est toujours à huis clos. Parce que là, ça va à l'encontre du fait qu'on regardait tantôt qu'on est censé être transparent, vous comprenez? Il y en avait des petits OS dans le passé là, qui disaient au début de la réunion, moi, je déclare le huis clos. Toute la réunion va être à huis clos. Wow, un instant. Là. Certains points bien précis pour des vraies raisons peuvent être à huis clos, mais pas l'ensemble de la réunion. Ça serait contraire au code qui dit qu'on doit faire preuve de transparence.
Catherine, est-ce qu'il y avait des commentaires, des Oui, questions? oui, en fait, il y a 2, 3 commentaires, dont un de Joanne de Montagne qui dit avant, par contre, de dire publiquement ce sur quoi le CA a pris une décision, ça doit être entériné par le conseil d'administration. Donc, Moi, je c'est répondrais que première non. question. Non, non. OK. C'est-à-dire que moi, si je cherche un conseil d'administration, évidemment, puis il y en va de ma crédibilité, je ne peux pas donner de fausses informations. Mais je pourrais très bien dire, je prends mon exemple des animaux. Hier, on n'a rien décidé. On a discuté. Le débat a été rough. Parce qu'il y a des gens qui pensent que de permettre les animaux, ça ne serait pas respectueux pour le monde qui ont peur, qui sont allergiques, qu'il y aurait de la marde partout. Puis il y en a d'autres qui disent que là, il est temps qu'on s'ouvre au bienfait de la présence des animaux pour les gens qui sont tout seuls. Mais c'était trop serré et trop chaud là, pour qu'on prenne une décision tout de suite. On a décidé de poursuivre la discussion. On n'a pas pris de décision. Est-ce que j'ai le droit de rapporter ça? Oui. C'est ce qui s'est passé. C'est mon point de vue. C'est de base, oui. Pardon? Je dis, il y a des sujets qu'à quelque part, c'est sûr qu'on peut mettre de l'avant parce que, je veux dire, ça n'a pas un impact en tant que tel. Tu sais, comme les animaux, puis tout ça, c'est quelque chose que c'est redondant, là, dans un sens, que je trouve. OK. Mais écoutez, ce que je dis, moi, c'est qu'on a le droit de faire rapport à ceux qui nous ont élus. Oui. On est sur un conseil d'administration public, puis on a le droit d'être transparent. Là où il faut être prudent, comme je le disais tantôt, c'est jamais donner d'informations dominatives, jamais nommer le nom de locataire, jamais nommer le nom de qui dit quoi au conseil d'administration. Et si au CA, on vote qu'il y a un huis clos, bien, on respecte le huis clos. Mais ça, là, ça ne fait pas qu'on doit être... Moi, là, ça fait une couple d'années, je suis dans le réseau, parce que j'ai entendu combien d'administrateurs dire « Ah, ce qui se passe au CA, il faut que ça reste au CA. » Non, c'est pas vrai. On n'est pas obligé d'être muet comme des cartes quand on est élu au CA de l'Office. On a le droit de faire rapport aux gens qui nous ont élus, mais en gardant en tête ce que je viens de vous dire là, pour ne pas aller à l'encontre du code de déontologie des administrateurs. C'est vrai pour les locataires, mais c'est vrai aussi pour... Imaginez les conseillers municipaux, là. Entre vous et moi, là, quand les conseillers municipaux ils allent au conseil de ville, puis le maire lui demandait, puis qu'est-ce qui se passe au CA de l'Office? Pensez-vous qu'il ne disait rien et qu'il était muet comme des cartes? Non, ils faisaient le rapport au maire, mais ils sont censés avoir les mêmes restrictions que nous, pas nommer de nom, puis respecter les huis clos. C'est bon. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. OK. On a d'autres questions. En fait, on a une question à savoir. Tout à l'heure, on a dit les locataires au CA doivent être au courant, faire rapport de ce qui se passe, tout ça. Donc, une question, par exemple, une personne qui est socio-économique, qui n'est pas le locataire au CA, mais qui est nommé comme socio-économique, est-ce qu'il peut faire une tournée des immeubles si le locataire au CA l'y invite? Je te donne un exemple. Donc, il y a un immeuble où on pense qu'il doit y avoir des réparations importantes depuis longtemps. Cet immeuble-là, il n'est jamais priorisé et le locataire au CA, il dit « Bon, toi, socio-économique, je te donne rendez-vous jeudi soir à 6 heures, viens voir de visu qu'est-ce qu'il y en est. » Est-ce que la personne qui est au conseil d'administration peut faire ça? Ben, regardez, j'en viens sur ma petite fiche. Dans le code, on dit ne pas parler au nom de l'Office à moins d'y être mandaté, puis ne pas faire de déclaration publique contre l'Office. Pourquoi je vous dis ça? C'est que... Puis, il y a un autre élément qui dit qu'on doit donner toutes les informations qu'on sait, dont on a connaissance au CA. La meilleure stratégie, là, puisque c'est les administrateurs qui décident, quand il y a des affaires qui nous tiennent à cœur, c'est une excellente idée d'inviter les administrateurs à sortir de le taux d'ivoire. Il y a des gens qui administrent les HLM, ils se réunissent une fois par mois ou par 2 mois. Ils n'ont jamais mis les pieds dans un HLM de leur vie. Tout ce qu'ils font, c'est aller à la réunion du CA, puis ils administrent 200, 300, 600, 1000 logements, 2000 logements. Bon.
c'est une bonne idée, puis on lui rend service de dire sortez de votre taux d'ivoire, là, puis venez, on vous invite, venez faire un tour. On va vous faire une petite tournée des blocs, rencontrer du monde, voir dans quel état sont les logements. Est-ce que les gens sont contents puis heureux de vivre ici ou s'ils ont des problèmes, des doléances? Si on invite comme ça des administrateurs à se promener, à venir dans des assemblées, à une épluchette de blé d'Inde, à un party de Noël, puis là, on nous en profite, dire, regarde, c'est normal, ces logements-là, regarde comment c'est moisi. Bon. Oui, c'est une maudite bonne idée de faire ça parce que ça va nous permettre d'avoir des administrateurs mieux informés des vrais problèmes sur lesquels ils sont censés travailler. Par contre, il y a des choses, il y a des erreurs à ne pas commettre. Quand on se promène comme ça, exemple, si on amène 2-3 conseillers municipaux qui sont sur le CA de l'Office, puis des socio-économiques, on les amène dans un HLM, dans la salle communautaire, puis là, tout le monde est là pour parler. Il ne faut jamais oublier qu'on n'a pas le droit de parler au nom de l'Office. On ne peut pas prendre des engagements au nom de l'Office, on ne peut pas parler en mal de l'Office quand on est administrateur. Fait que là, moi, si je suis dans une salle, puis j'ai 50 locataires, puis j'ai amené 2-3 autres administrateurs pour venir jaser, il ne faut pas que je commette l'erreur de dire « Ah oui, hey, madame, vous avez raison, c'est écœurant cette affaire-là, l'Office sont-ils gnochons? » Je ne peux pas dire ça. Je peux dire ah, on vous écoute, on est venu pour vous entendre. T'sais, comme un politicien. Là. Un politicien, jamais un député va parler en mal de son parti. Ben, nous autres, comme administrateurs, on ne peut pas parler en mal de notre office, on est dedans. Mais on peut très bien inviter les gens, les autres administrateurs, et dire écoutez, locataires, on vous écoute, on prend des notes, on va ramener ça au conseil d'administration. Mais là, vous voyez, vous ne prenez pas d'engagement. Vous ne dites pas c'est écœurant, puis à la prochaine rencontre, vous allez voir, vous êtes prudent. Ne parlez pas en mal de l'Office, puis vous ne vous engagez pas d'avance. Mais il n'y a rien qui vous empêche de sortir de la Tour d'Ivoire, puis d'amener d'autres administrateurs à sortir de la Tour d'Ivoire, puis d'aller voir ce qui se passe sur le terrain. Puis ça, c'est une bonne stratégie, parce qu'ensuite, ça va vous faire des alliés quand va venir le temps de jaser de ces affaires-là au CA de l'Office en disant, bien ça, nous, on pense que c'est un problème, là, qu'on devrait peut-être, comme conseil d'administration, s'en occuper. Là, il y en a d'autres qui vont allumer parce qu'ils vont vous croire, parce qu'ils vont l'avoir vu avec vous. Je ne sais pas si ça... Oui, ça répond. Hein? Je pense que c'est clair, oui. Il y a même André Ouellette de Gaspé qui a dit on est obligé de faire rapport avec 3 points d'exclamation. Donc, dire c'est notre obligation de faire rapport de ce qui se passe à l'Office. Donc, 2 petites questions. Là, il y en a une, je pense qu'on va la rapporter tantôt, mais je vais la nommer quand même. Et la première, on a parlé du processus de plainte. Donc, on a Isabelle Talon de Longueuil qui demande, suite au dépôt d'une plainte en déontologie, combien de temps ça prend pour que ça soit traité? Première question. Je ris parce que j'ai posé la même question que vous, Mme Talon. Et ensuite de ça, il y a Denise Lavigne qui demande qui décide pour les animaux? Est-ce que c'est l'Office ou c'est les résidents? Et là, je crois que ce sujet-là, on va en faire un sujet éventuellement parce qu'il y a effectivement beaucoup à dire là-dessus. Donc, je te laisse répondre à ces 2 questions-là, Robert. Okay. Sur le temps que ça prend à SHQ pour analyser une plainte en déontologie, ça s'est amélioré. Une chance, ça s'est amélioré. Moi, je dirais que ça devrait prendre environ de 2 à 3 mois. Là, je ne veux pas parler pour la Société d'habitation du Québec, hein, mais mon expérience des dernières années, c'est que ça peut prendre de 2 à 3 mois. Parce que, dans le fond, c'est une espèce de procès. Là. On dénonce quelqu'un qui a mal agi. La SHQ vérifie s'il y a des témoins, des versions, demande la version de la personne qui est accusée, puis après ça, la PDG décide. Fait que, c'est une espèce de petit procès, donc c'est normal d'y mettre la forme puis le temps. Ça doit être fait comme il faut. Bon. Mais juste pour vous dire, en 2007, là, quand ils ont adopté le code de déontologie, puis il y a eu des premières plaintes qui ont sorti, là, ça a pris 2 ans. 2 ans avant que les SHQ mettent ses culottes et rendent un jugement. Fait que, heureusement, ça s'est beaucoup amélioré depuis. Là, puis, on en remercie la société. Sur la question des animaux, écoutez, les animaux, c'est la seule question sur laquelle
les locataires, on a un pouvoir décisionnel. La seule. Tu sais, le reste, on est consultatif. Hein? Le comité consultatif des résidents, c'est consultatif. Il y a juste la question des animaux qu'on a gagné le droit de tenir un référendum des locataires. Puis si les locataires votent pour, le conseil d'administration de l'Office n'a pas le choix. Ils doivent respecter la décision. C'est le seul. On a ce pouvoir-là de référendum, mais seulement sur cette question-là. Mais ça vaudrait la peine qu'on y revienne dans un lundi, là, dans nos causeries du lundi. On va en faire une juste à la question des animaux. On continue? Oui, ça fait le tour, merci. OK. Donc, c'est ça. Sur la confidentialité, on vient de le voir, là, mais j'aimerais ça attirer votre attention quand même sur le fait que dans l'article 5 du Code, on dit deux choses. On dit que l'administrateur est tenu à la discrétion sur ce dont il a connaissance, puis qu'il doit respecter le caractère confidentiel de l'information. Puis tantôt, hein, je vous disais, le caractère confidentiel, c'est selon la loi, c'est tout ce qui est nominatif, le secret des délibérations, qui a dit quoi, puis s'il y a un huis clos qui est voté. Puis regardez ce qui est drôle. Dans le même article là, où on dit qu'il faut être discret, c'est écrit « Cette obligation n'a pas pour effet d'empêcher un administrateur de faire rapport à ceux qui l'ont élu, sauf si l'information est confidentielle suivant la loi ou si le conseil exige le respect de la confidentialité. » Donc, c'est ce que je vous expliquais. On a le droit de dire beaucoup de choses, mais il y a certaines choses qu'il ne faut pas commettre l'erreur de dire. Là-dessus, d'ailleurs, j'avais une petite vidéo, c'est que je vais vous présenter. C'est sûr qu'il y a des choses que nous ne devons pas dire. C'est très important que les gens comprennent qu'on ne peut pas dire tout ce qui se passe dans une réunion du CA. Mais c'est très important de n'en parler autour de vous, aux locataires, pour montrer aux locataires ce que vous faites comme travail, parce que vous avez été élu par eux. C'est très important. Donc, c'était Marie-France Poirier de Québec. Donc, c'est ce qu'on disait tantôt et qu'on a déjà jasé. Donc, les informations nominatives, le secret des libérations, puis lorsqu'un huis clos est voté, ça, c'est sacré. Il ne faut pas commettre l'erreur d'en parler. Pour le reste, il y a une façon d'informer nos membres, puis il ne faut pas être gêné. C'est eux qui nous ont élus. C'est normal qu'on leur rende compte. Surtout si on veut être élu. Hein? On est élu aux 3 ans. Il faut faire une bonne job à ce niveau-là. Maintenant, une autre question sur laquelle il arrive que les locataires soient un peu mal à l'aise, c'est celle des conflits d'intérêts. Dans le Code, on dit qu'on ne doit pas se placer en situation de conflit d'intérêts personnel. Donc, on va prendre quelques minutes pour regarder ça ensemble. Je commence par passer la parole à notre ami Constant Joly. Constant est de Sherbrooke. Alors, sur la question des conflits d'intérêts. Eh bien, au début, oui, parce que la notion était vague pour moi, mais quelque part, avec le temps, quand on emmenait des propositions ou bien des sujets, là-bas, ça concernait tous les locataires. Si ça me concernait, je n'étais pas tout seul parce qu'il y en avait un bon paquet que ça concernait des immeubles. Fait qu'à quelque part, non. Donc, un conflit d'intérêts, ce que dit le Code, premièrement, c'est qu'un administrateur ou un dirigeant qui est en situation de conflit d'intérêts, sur une question donnée, doit se retirer pour la partie de la réunion au cours de laquelle le conseil délibère et procède à un vote sur cette question-là. Donc, je donne un exemple. Mettons que le conseil d'administration de l'Office discute de est-ce qu'on va acheter une flotte de camions, puis que mon fils est vendeur de la flotte de camions chez Ford, je dois le dire. Je dois dire, écoutez-moi, sur cette question-là, je suis en conflit d'intérêts. On parle d'acheter des camions chez le dealer de Ford du coin, puis mon fils travaille là. Donc, je vais me retirer pour ce point-là. Ça, je pense que c'est facile à comprendre. Par contre, dans beaucoup d'offices, ce qui arrive souvent, c'est qu'on dise aux locataires, là, on va discuter des rénovations, par exemple, des rénovations dans votre immeuble. Comme monsieur ou madame habite dans cet immeuble-là, on va lui demander de se retirer parce qu'il est en conflit d'intérêts. Ou encore, je garde mon exemple, on va discuter des règlements d'immeuble. Est-ce qu'on permet la tapisserie, la peinture de couleur? Est-ce qu'on permet les animaux?
ah, ben là, les deux locataires, ça va vous toucher, vous êtes en conflit d'intérêts, on vous demanderait de sortir. Ou pire, on va évaluer le travail du directeur ou de la directrice, ben vous, les locataires, on va vous demander de sortir. Il y a toutes sortes de sujets qui touchent les locataires où c'est arrivé qu'on demande aux locataires de sortir en disant, ben là, ça vous touche, vous êtes donc en conflit d'intérêts. Et là-dessus, le Code est très clair. À l'article 13, on dit que le présent article sur les conflits d'intérêts n'a toutefois pas pour effet d'empêcher un administrateur élu de se prononcer sur des mesures générales applicables aux locataires. Là, je vais être clair. Si on discute qu'on va changer les tapis sur mon étage, ça ne me touche pas juste moi personnellement, ça touche d'autres locataires, je ne suis pas en conflit d'intérêts. Par contre, si on discute d'une question qui me touche seulement moi, pas d'autres locataires, là, je suis en conflit d'intérêts, je dois me retirer. Puis, c'est bien simple à comprendre. Imaginez, au Québec, là, il y a à peu près 400 offices que tu avais un conseil d'administration pour gérer juste un immeuble HLM. Forcément, à chaque fois que tu jasais de ce qui se passait dans l'immeuble, on aurait pu dire aux locataires, vous êtes en conflit d'intérêts, sortez. Donc, c'est seulement quand ça nous touche, nous, et seulement nous, qu'il y a une question de conflit d'intérêts. Quand je dis nous, c'est nous ou nos apparentés, là, nos enfants, tout ça. Là, on est en conflit d'intérêts, on doit sortir. Mais sur toute question qui touche plusieurs locataires, dont nous, on reste, on n'est pas en conflit d'intérêts. Là, je serais rendu à l'autre partie, mais avant, je vais juste vérifier. Catherine, est-ce qu'il y avait des on a questions? une petite question que je trouve vraiment très pertinente. Donc, la personne nous demande, est-ce qu'on peut discuter avec l'autre représentant au conseil d'administration locataire avant le CA pour se faire une tête puis échanger? Est-ce que ça, c'est permis? Ben, moi, je pense qu'on est dans un pays libre. Hein? On a le droit de parler à nos voisins. On a le droit de Puis oui, on a le droit de parler non seulement à l'autre. Vous savez, il y a des endroits maintenant où il y a 2 locataires administrateurs, mais il y a d'autres. Il y a un certain nombre d'offices où on peut être 3 locataires administrateurs. Non seulement on a le droit de parler aux locataires administrateurs, mais on a le droit de parler aux autres administrateurs également. On est dans un pays libre. Par contre, les décisions se prennent lors des réunions du conseil. Mais d'échanger, de partager de l'information, il faut juste se rappeler, par contre, de ce qu'on disait tantôt. On a l'obligation, lors des réunions du conseil, de dire à tous les administrateurs les informations qui sont en notre possession. Donc, il faut partager l'information avec tout le monde pour prendre des décisions, tout le monde ensemble éclairé, mais ça ne nous empêche pas de discuter entre les réunions du conseil. Là. Il n'y a pas d'interdiction là-dessus. Puis je pense qu'il y a des gens qui ont des affinités, qui ont des atomes crochus. Puis je reprendrai l'exemple. Dans certains offices, c'est des conseillers municipaux qui sont là. Pensez-vous que les conseillers municipaux ne discutent pas entre eux autres? Il n'y a rien qui nous a interdit de discuter entre eux autres. C'est la même chose pour les locataires, mais je dirais que la meilleure mentalité, si on va avoir de l'influence des conseils d'administration, ce n'est pas juste de rester entre nous autres et d'être 2. Au contraire, il faut parler aux autres. Il faut convaincre, il faut donner de l'information aux autres. Parce que vous savez, c'est ça notre force. Nous, on sait ce qui se passe. Donc, si on indique ce qui se passe aux autres administrateurs, il y a plus de chances que quand on va avoir des réunions, que ces gens-là vont être intéressés à discuter des vraies affaires et des vrais problèmes. Donc, c'est une excellente idée de se parler entre les réunions, mais ça serait une excellente idée de ne pas juste parler aux locataires administrateurs, de parler aux autres administrateurs, surtout puis dans le fond, de partager l'information. OK? On continue? Oui. On continue. Là, on est juste sur la planification. Catherine, c'est notre gardienne du temps. Hein? Si elle n'était pas là, moi, je serais encore à l'introduction. Ça fait que... D'ailleurs, c'est très joli ton fond d'écran en vert. C'est magnifique chez toi, Catherine. Vous savez, enfin, c'est un peu une blague parce que c'est pas des... regardez, je fais juste... Je ne sais pas si vous voyez, regardez, magie. Je suis dans ma chambre et là, j'ai un fond d'écran qui laisse croire que je suis au bureau. Donc, on peut comme ça être dans des magnifiques appartements, mais ce n'est pas nécessairement vrai. Bon, OK, excusez. Bon, maintenant, nos droits.
Juste pour commencer, je vais passer la parole à je ne sais pas qui, parce qu'il y a un petit bloc noir, mais c'est ce qu'on va découvrir tout le monde ensemble. En tant que représentante, dans le fond, au conseil d'administration, j'ai un point, mais j'ai fait mettre un point, dans le fond, à l'ordre du jour à chaque réunion. Dans le fond, on parle de tous les comités, des besoins des comités et tout, puis des locataires ou des demandes qu'on a à faire. On a un point au conseil d'administration à toutes les réunions. Et là, on vient d'entendre Stéphanie Savoie, qui est notre vice-présidente à la Fédération, qui est de Saint-Jérôme. Donc, il dit qu'eux, ils ont réussi à faire mettre un point sur les locataires à toutes les réunions du conseil. C'est intéressant. Puis si on regarde d'autres articles du Code de déontologie, donc l'article 5, on en a parlé un petit peu tantôt, qui dit qu'on doit respecter la confidentialité, mais que ça n'a pas pour effet de nous empêcher de faire rapport à ceux qui nous ont élus ou nommés. Donc, pour ceux qui sont dans des comités consultatifs de résidents, c'est une bonne chose à l'ordre du jour des réunions du comité consultatif des résidents d'avoir un point qui s'appelle « Rapport des locataires au CA de l'Office ». Et là, vous prenez l'habitude d'expliquer aux autres locataires c'est quoi les discussions importantes que vous avez eues ou les discussions importantes qui s'en viennent au conseil d'administration de l'Office pour que les locataires soient informés puis puissent émettre des avis, des suggestions qui pourront être amenés au conseil d'administration sur ces sujets-là. Donc, vous avez un travail d'information à faire, puis je dirais que c'est un travail d'information dans les deux sens. Vous avez la chance d'être au CA de l'Office. Ça fait que quand vous allez au comité consultatif, vous amenez l'information aux locataires. Puis ensuite, quand vous retournez au CA de l'Office, bien, vous avez la chance de communiquer aux administrateurs les choses importantes qui se passent au comité consultatif, les besoins, les propositions des locataires. Donc, vous avez vraiment un travail là, de transmettre l'information dont vous avez connaissance pour assurer une bonne communication entre le CA de l'Office et son comité consultatif. Autre chose que vous avez le droit de faire, puis des fois, il y a des gens qui sont gênés, là, mais sachez que c'est un droit. Vous avez le droit d'inscrire votre dissidence au procès-verbal, puis de vous plaindre en cas de violation du code. Bon, ce n'est pas des choses jojo, là, mais en même temps, ce n'est pas un crime. Sur une question, puis je vais vous donner un exemple. La semaine prochaine, on va plus discuter de comment les deux locataires, vous pouvez travailler avec votre comité consultatif ou votre association de locataires pour monter des dossiers pour les amener à l'Office ou au conseil d'administration. Mais sachez déjà que, puisque les offices ont l'obligation d'avoir un comité consultatif, il y a une directive qu'on va voir la semaine prochaine qui dit qu'au conseil d'administration, avant de prendre une décision importante qui a des impacts sur les locataires, le conseil d'administration a l'obligation d'en informer le comité consultatif pour que le comité consultatif puisse en parler. Et le mois suivant, lorsque le conseil d'administration va vouloir prendre une décision, bien là, on va avoir le point de vue des employés qui nous font des propositions, mais on va aussi avoir le point de vue des locataires, parce qu'il y a souvent deux côtés à une médaille. Et là, le conseil d'administration va pouvoir prendre une décision éclairée en sachant ce que recommande le directeur ou les employés et ce qu'en pensent les locataires. Donc, le CA, normalement, ne doit pas oublier de consulter le comité consultatif avant de prendre des décisions qui touchent les locataires. Si ce n'est pas le cas, mettons que vous êtes au CA de l'Office, puis sur une question importante qui va toucher les locataires, le comité consultatif n'a pas du tout été informé et consulté. Vous pourriez dire, Monsieur le Président, comme Gilles Duceppe faisait au Parlement d'Ottawa, Monsieur le Président, un instant, moi je ne suis pas d'accord. Le comité consultatif n'a pas été informé. Ce n'est pas vrai qu'on va voter de quoi aujourd'hui. Moi, je propose qu'on le reporte au mois prochain, quand on aura consulté notre comité consultatif qui n'est pas là par eux. Puis si les membres du conseil veulent adopter pareil les choses sans consulter les locataires, là, vous auriez le droit d'être en maudit et de dire un instant, moi, je vote contre, je veux inscrire ma dissidence au procès-verbal parce que le conseil d'administration n'a pas respecté le comité consultatif des résidents. Vous pourriez faire inscrire votre dissidence. C'est un petit peu fatigant, là. Les autres membres n'aimeront pas ça, mais ça va les faire réfléchir
sur le fait que, oups, minute là, peut-être qu'on ne fait pas les bonnes actions. Donc, c'est intéressant à savoir. On ne fait pas ça trop souvent, mais si on le fait quelques fois, probablement qu'après ça, le conseil n'oubliera pas de d'abord consulter le comité consultatif pour ne pas avoir à remettre à une prochaine rencontre l'adoption de certaines propositions. Bon. On a le droit de se prononcer sur toutes les questions qui touchent les locataires, même quand ça nous inclut. Oui, Catherine? Non? OK, on continue. C'est bon. Excuse-moi, j'ai juste essayé de mettre une flèche. Oui, c'est ça, puis ça m'a... Ça va te déconcentrer, hein? Je m'excuse. Donc, on a le droit de se prononcer comme locataire sur toutes les questions, même quand ça nous touche, mais que ça touche d'autres locataires également. Question importante. Comme membre du conseil d'administration, on a le droit de consulter tous les documents et d'obtenir toutes les informations pour prendre une décision éclairée. Consulter tous les documents puis obtenir toutes les informations pour prendre une décision éclairée. Notez ça parce qu'on va y revenir. J'ai une question piège pour vous dans quelques secondes. On a le droit d'exiger que les locataires soient traités avec dignité par les autres administrateurs et le directeur. Ça, c'est dans le code. Les locataires doivent être traités avec dignité. On pourra voir tantôt ce que ça veut dire. On a le droit d'exiger que la direction donne l'information demandée par les locataires. Ça aussi, c'est dans le code. C'est écrit textuellement que la direction, ça c'est donc le directeur ou la directrice ou ses employés, doivent donner l'information demandée par les locataires. Quand des locataires demandent des informations, c'est une obligation de le donner. C'est évidemment, à moins que ce soit des informations confidentielles. Là. Autre chose, il y a une obligation pour la direction d'être disponible et être à l'écoute des besoins des locataires. C'est une obligation. Ils sont censés être disponibles et à l'écoute. Finalement, le conseil d'administration et la direction doivent privilégier le règlement à l'amiable des conflits entre les locataires ou avec l'Office. Privilégier les règlements à l'amiable. Ça, c'est gros, ça. Puis on va y revenir tantôt également. Puis finalement, le conseil a le droit d'exiger que le directeur et la directrice rendent compte de son travail régulièrement aux réunions du conseil d'administration. Donc ça, c'est des droits. Vous voyez, il y a des choses là-dedans. Là. On a le droit à l'information. C'est une obligation d'être à l'écoute aux besoins des gens. C'est une obligation de travailler à régler à l'amiable les conflits. Donc, c'est toutes des choses importantes. Puis je pense qu'on va prendre le temps de regarder ce que ça veut dire concrètement là, dans la façon de réagir d'un office municipal. Mais avant, j'ai ma petite question quiz que j'aimerais vous poser. Question quiz. Il faut que je la trouve, excusez. Tu peux la lancer si tu veux. Oui, vas-y donc, s'il te plaît. Parce que là, voilà. Donc, la question, est-il nécessaire d'exiger d'avoir les documents 7 jours avant la tenue du conseil d'administration de l'Office? Donc, on vous demande encore une fois de voter. Donc, est-ce que c'est nécessaire d'avoir les documents 7 jours avant la tenue du CA d'Office? Les votes rentrent en rafale. On va attendre encore quelques secondes. Je pense qu'on peut peut-être partager. Là, on a 26 répondants. On a quand même des gens au téléphone. Donc, je vais partager les résultats. Donc, 77 % ont dit oui, 23 % ont dit non. Vous avez raison. Bon, en même temps, juste être clair, il n'y a pas, à ma connaissance, puis je peux peut-être me tromper, là, mais je ne pense pas, il n'y a pas une obligation légale générale au Québec de dire que tu dois fournir les documents 7 jours avant. Tu sais, pourquoi 7, pourquoi pas 5, c'est-tu 3?
ce que je vous dirais là-dessus, c'est que, comme on le voyait la semaine passée, on va enlever ça, chaque conseil d'administration doit adopter un règlement de régie interne qui dit comment le conseil va fonctionner. Alors, si dans ce règlement de régie interne-là, premièrement, il faut que vous n'ayez un. Si vous n'avez pas, comment ça marche votre conseil d'administration s'il n'y a pas de règlement? On improvise, le président fait ce qu'il veut. C'est important d'avoir un règlement, là. Puis c'est une obligation, vous d'en avoir un. N'importe quel organisme au Québec, là, sans but lucratif, doit avoir une petite association qui a 10 locataires où il demande d'avoir un règlement général. On peut-tu penser qu'un office qui gère des millions devrait avoir un règlement de régie? Bon. Et dans ce règlement-là, c'est là où on indique que quand le conseil d'administration se réunit, pour respecter les administrateurs qui sont légalement responsables de tout ce qui se passe, puis qui n'ont pas à faire à prendre des décisions improvisées sur le fly, bien, il est prévu qu'on va lui remettre un ordre du jour de la rencontre, savoir c'est quoi les points qui vont être discutés. Puis tous les documents qui ont rapport, on va les envoyer d'avance. Donc, c'est dans le règlement. Et là, la pratique veut qu'on mette dans le règlement au moins 5 jours à l'avance. Puis des fois, on va dire que sur des questions urgentes, ça peut être moins. Mais c'est des exceptions. Ce n'est pas la règle. T'sais. La règle, c'est que tu l'as 5 jours d'avance. Puis des fois, pour des raisons exceptionnelles, tu ne l'auras pas. Bon. Pourquoi c'est important d'avoir ça? Là, on vient au rôle du conseil d'administration. On est-tu des yes men? Quand le directeur ou la directrice ils ont besoin de nous autres, là, ils calent la réunion du conseil, puis là, ils nous font approuver n'importe quoi sur le coin de la table? Non. Moi, quand je vote, là, je suis responsable. Responsable du point de vue légal, du point de vue de si tu juste pour le monde, tu sais. Alors, j'ai le droit de... Et là, si je reviens au code de déontologie, puis c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer, on dit consulter tous les documents et obtenir toutes les informations utiles pour prendre une décision éclairée. Là, les avocats, ils aiment bien ça. Le mot-clé, là, c'est décision éclairée. Éclairée. Comment on fait pour prendre une décision éclairée? Bien, il faut avoir tout le portrait. Hein? C'est sûr que si c'est une petite... On va se comprendre. Si c'est une décision niaiseuse, on n'a pas besoin d'avoir ça dépend de justification. Mais quand c'est beaucoup d'argent qui est en jeu, ou quand c'est les droits des gens qui sont en jeu, on ne fait pas ça sur le fly. On a le droit, comme administrateur, de dire un instant. C'est une décision importante. Est-ce que là, je veux le justificatif. C'est quoi le problème ou la situation qui fait qu'on doit prendre cette décision-là? C'était quoi les options possibles? On a-tu pesé le pour et le contre de d'autres solutions? Qu'en pensent nos locataires? Tu sais, quand on dit avoir toutes les informations pour prendre une décision éclairée, puis je vous dis, donc il y a des enjeux juridiques, il y a des enjeux financiers, il peut y avoir des enjeux réglementaires. C'est quoi les règlements? C'est quoi les lois qu'on doit respecter? Tu sais, donc, tu peux avoir besoin d'avoir le point de vue d'un avocat, mais aussi, si ça touche nos locataires, bien, OK, est-ce que le comité consultatif a été consulté? C'est quoi le point de vue de nos locataires là-dessus? Vous voyez? Donc, quand on nous demande de prendre en conseil des décisions importantes qui vont avoir des impacts financiers, juridiques, légaux, sociaux, on a le droit de dire un instant, on veut toutes les informations, puis donnez-nous-les d'avance pour qu'on ait le temps d'y lire, de réfléchir, de se faire une tête, d'en parler. Puis là, on va pouvoir prendre une décision éclairée au conseil. Plus c'est important, plus on est censé avoir des documents d'avance. Pour une niaiserie, on n'exigera pas ça. Mais vous voyez où je veux en venir, là? Et ça, c'est respecter votre rôle d'administrateur. Si on ne fait pas ça, puis qu'on improvise tout le temps, là, on fait un CA, là, vous n'avez pas l'ordre du jour, vous avez juste une feuille, vous ne savez pas d'avance c'est quoi les propositions, vous n'avez pas de document d'analyse pour y dire, ouais, un instant, là, c'est broche à foin notre affaire, là. Le directeur ou la directrice, là, on te paye pour faire un travail sérieux. Ce n'est pas un travail sérieux et ce n'est pas respectueux du conseil d'administration. Moins vous avez de documents, moins vous avez de temps, moins dans le fond, on vous prend au sérieux. À ce moment-là, vous devenez des yes men ou ce qu'on appelle, il y a des conseils d'administration, là,
La semaine passée, on disait êtes-vous passif ou actif? Je ne sais pas si vous connaissez le terme faire du rubber stamping. Tu sais, tu as l'étampe, là. Oui, approuvé, approuvé, approuvé. Vous n'êtes pas là pour faire ça, du rubber stamping. Vous êtes là parce que vous êtes des gens intelligents, on veut savoir ce que vous pensez. En tout cas, donc, quand vous vous sentez bardassé sur un conseil, là, que les affaires allent vite, puis que vous n'avez pas les documents d'avance, ou que vous n'avez pas tous les points de vue sur ce que ça veut dire, votez pas pour ça. Vous êtes un instant, là. On est censé prendre des décisions éclairées. Pour prendre des décisions éclairées, ça nous prend tous les documents. Il y a même des locataires, là, CCA, à qui on interdit de lire tous les papiers. Sachez que, comme administrateur, vous avez le droit de demander d'avoir connaissance de tous les documents. Actuellement, puis je donne l'exemple parce qu'il est vrai, là, il est allé dans les journaux. On a des gens de l'Office de Longueuil avec nous. L'Office de Longueuil, c'est le 3e ou le 4e plus gros office au Québec. Il y a 1 an, le conseil d'administration a engagé une directrice générale, 140 000 $ par année. Depuis 1 an, les membres du conseil d'administration demandent de voir le contrat d'embauche de cette directrice-là à 140 000 $ par année et ils ne l'ont jamais eu. Ça leur a pris 1 an et quelques mois pour finalement avoir le contrat d'embauche et là, se rendre compte que, ah, tiens, après 6 mois, il va avoir une probation. Ah, trop tard. Imaginez, c'est des membres du conseil d'administration et on les privait d'avoir accès à des documents importants. Ça, là, c'est un bel exemple où tu dois faire une plainte en déontologie. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait. Une plainte en déontologie en disant on prive les administrateurs de l'accès aux documents utiles. Ça m'a fait du bien de le dire. J'espère que les gens de Longueuil ne m'en voudraient pas. On continue? On peut-tu prendre 1 ou 2 questions? Oui, puis juste vous dire, ensemble, là, on a dit que ça prenait 2 à 3 mois avant d'avoir une réponse. Donc, comme les locataires de Longueuil ont fait une plainte en déontologie, ensemble, on va suivre ça. On verra dans les prochaines semaines ce que ça donne de plainte. J'ai hâte d'avoir les résultats, puis eux autres aussi. Oui, Catherine? Oui. Donc, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui nous a demandé est-ce qu'on était est-ce qu'on peut se rencontrer entre administrateurs à l'extérieur du CA? Puis, est-ce qu'on peut ramener au CA des problèmes d'un cas précis d'un locataire? Ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. Donc, quand je vais au CA, souvent, je parle de l'intérêt général, de la situation, des besoins en général. Est-ce que je peux parler d'une situation précise, oui ou non? Et je te laisserai répondre à ça, puis après, je ferai peut-être de petits commentaires, questions. C'est une excellente question, puis c'est le cœur de... Tu sais, quand on présente les locataires, puis on veut ramener les problèmes de locataires au CA de l'Office, c'est une de mes fiches qui s'en vient. Je serais tenté juste de vous présenter une petite vidéo, puis après ça, de répondre. Tu me permets-tu, Catherine? Ben oui, il n'y a pas de problème. Regarde, je fais ça tout de suite parce que c'était bon. Celle-là, est-ce que je voulais... Celle-là, je pense que je l'avais montrée. OK. Tous les problèmes de locataires que j'amenais au CA, c'était toujours, non, ça, tu n'apportes pas ça au CA, là. Non, ça, tu règles ça avec la direction. Parce que le CA n'est pas là pour s'occuper des locataires. Le CA, il est là pour faire la gestion des comptes, la gestion de l'argent. Ah, oui, je suis content de son témoignage. Donc, est-ce qu'on peut ramener des problèmes de locataires au CA quand normalement, c'est le travail du directeur ou de la directrice de régler au day-to-day les problèmes? Fait que de ramener des cas particuliers au CA de l'Office, c'est-tu la place? Il y a des locataires qui se font dire, ben non, c'est pas la place, nous autres, on est là pour... Bon. Et je vous dirais, tout est dans la nuance. Comme le rôle du conseil d'administration, c'est d'adopter des règles. Exemple, je donne un exemple. En matière de paiement, de difficulté de paiement de loyer, si on s'entend, l'Office doit percevoir le loyer le premier de chaque mois. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le monde qui ont de la misère à payer le loyer?
on va tout de suite à la régie du logement où on met bien du temps et des énergies à essayer de courir après puis prendre des ententes. Ça, c'est de l'ordre du conseil d'administration. D'adopter une règle, une politique sur le non-paiement de loyer, qu'est-ce qu'on va demander à notre directeur et à nos employés, comment on lui demande d'agir. C'est de l'ordre du conseil. Ça fait que si moi j'ai des cas, par exemple, de locataires qui se font emmener à la régie, là, tu sais, la madame a 7 enfants, son frigidaire a pété, ou c'est le retour à l'école, puis elle n'a pas été capable de payer le premier le mois d'août, ou septembre l'école. En tout cas, il n'y a plus d'école, il faut dire. Oui, ça fait longtemps, Robert. Mais, tu sais, bon, là, j'ai des cas comme ça, puis je trouve que l'Office, là, est bête avec le monde. Là. Ils ont la gâchette facile, de tout de suite, on va aller à l'avocat, puis on va aller à la régie. Oui, j'ai le droit de ramener ça au conseil d'administration, mais il y a une façon. Il faut partir, on appelle ça partir du particulier pour aller au général. C'est-à-dire que tu vas dire, bon, Monsieur le Président, tu es averti d'avance, dans l'ordre du jour, j'aimerais ça qu'on mette un point politique de l'Office sur le non-paiement de loyer. Puis là, quand tu vas aborder le point, c'est sûr que tu peux partir d'exemples concrets. Tu sais, tu peux dire, écoutez, là, moi, j'ai eu connaissance de cas, 1 cas, 2 cas, 3 cas, puis là, tu expliques. Tu n'es même pas obligé de nommer le nom, parce que tu ne veux pas régler ce cas-là. Là. Tu sais, tu pourrais dire, écoutez, moi, j'ai eu connaissance de 3 cas où des femmes pas capables de payer le loyer. On reçoit tout de suite des lettres. Regardez, j'ai un exemple des lettres qu'ils reçoivent, qu'on va en régie contre eux autres. Puis moi, je trouve qu'on ne fait pas d'efforts pour comprendre et essayer de prendre des arrangements avec eux autres. On n'a pas une bonne politique. Puis là, vous pourriez dire, on en a-tu une politique là-dessus? Les membres du conseil, on va la regarder, on va la lire. Puis, c'est ça notre politique? Notre politique, c'est-tu d'être bête et méchant? Bien, si c'est ça, moi, je propose qu'on la retravaille pour la mettre plus humaine. Puis si on n'a pas de politique, bien, moi, je propose qu'on travaille à s'en donner une. Mais vous voyez, on part de... C'est sûr qu'on va toujours partir d'exemples concrets de ce qui se passe puis qu'on veut améliorer. Mais rapidement, il faut pas avoir la mentalité de dire on veut régler le cas de madame. Là. Tu sais, elle n'est pas en régie contre madame. Il faut ramener ça au fait que, comme conseil, on est censé avoir des règles qu'on va demander à nos employés d'appliquer. Donc, on sert des cas concrets pour questionner les règles qu'on a. On en a-tu? Sont-tu bonnes? Sont-tu humaines? On peut-tu les améliorer? Ça, c'est le travail du conseil d'administration. Puis, ils ne peuvent pas nous dire qu'on est hors d'ordre puis que juste nous référer à la directrice parce qu'on dit non. C'est la responsabilité. Ce n'est pas la directrice qui adopte des politiques et des règles. C'est le conseil d'administration. Comprenez? Il faut partir des cas particuliers puis ramener ça au général. Là, on ne se trompe pas. Dans le même ordre d'idée, Robert, là, on a Denise Lavigne qui dit est-ce que le CA peut ramener certaines plaintes concernant les locataires au CA? Puis, est-ce qu'il y a certains offices d'habitation qui ont des comités de gestion de plaintes? Ça va un peu dans le même ordre d'idée. Bien, on s'entend qu'à tous les... Bon, premièrement, comme conseil d'administration, comment on veut que, comme organisation, puis avec nos employés, comment on veut considérer ça, les plaintes? Quand du monde se plaigne, on se dit c'est un paquet de troubles, c'est un paquet de chialeux, on peut-tu les expédier, puis peuvent-tu arrêter de chialer? Puis si c'est ça notre mentalité, hein, ben, nos employés et les directeurs, ils ne retourneront pas tellement ils appellent quand ils ont des plaintes, puis ils vont régler ça vite. Ou comme conseil d'administration, puis il y a des conseils d'administration qui ont adopté une politique sur les traitements des plaintes, qui dit, ben nous, là, comme conseil d'administration, on est un petit peu comme une compagnie privée. Tu sais, une compagnie privée, là, quand ils ont des plaintes de clients, ils prennent ça au sérieux. Parce que s'il y a trop de plaintes de clients, les clients ne viendront plus chez eux. Fait que, il y a bien des compagnies qui ont une politique en disant, bien, quand nos clients se plaignent, il faut écouter ce qu'ils ont à dire, c'est quoi leurs insatisfactions, puis qu'est-ce qu'il faut faire pour lui donner un meilleur service pour qu'ils restent avec nous autres. Bien, ces conseils d'administration d'office, il y en a qui ont adopté une politique de traitement des plaintes, qui ont cette attitude-là de dire, nous, on veut satisfaire nos locataires. Donc, si nos locataires ne sont pas satisfaits, il faut les écouter, comprendre qu'est-ce qui ne marche pas, puis qu'est-ce qu'on peut leur proposer pour régler leurs problèmes. Et ça c'est intéressant comme politique, là, parce que là, ça dit à ton directeur ou à tes employés, quand les gens se plaignent, ce n'est pas des chialeux, là. C'est des clients pas satisfaits.
On ne veut pas les perdre. Fait que, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler le problème? Puis là, j'en viens à ce que je voulais vous montrer là-dessus. Je m'excuse, je fais un petit peu du... Bon, dans le code de déontologie, à l'article 32, on dit que les administrateurs puis le directeur ou la directrice doit privilégier le règlement à l'amiable des conflits. C'est dans le code, à l'amiable. Vous savez, il y a des... En tout cas, il y a beaucoup d'offices où des locataires se plaignent de se faire dire « si tu n'es pas content, déménage ». Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Moi, je l'ai entendu souvent. Pas partout, mais ça reflète bien une mentalité. Hein? Si tu n'es pas content, déménage. Il y en a d'autres qui le prendraient, ton logement. Ça, on peut dire que ça ne reflète pas l'esprit du code qui dit que quand tu as des problèmes, on essaie de les régler à l'amiable. Qu'est-ce que ça veut dire, privilégier le règlement à l'amiable? Bien, c'est rechercher des solutions qui font l'affaire des deux parties, puis qui tiennent compte à la fois des besoins de l'office, mais aussi des besoins des locataires qui se plaignent. Tu sais, un règlement à l'amiable, c'est qu'on cherche une solution qui va faire l'affaire des deux. Pas juste l'affaire de l'office, l'affaire du locataire aussi. Et ça, comme membre du conseil d'administration, vous n'avez pas à régler à la place du directeur les problèmes au cas à cas, mais vous avez la responsabilité comme conseil de tracer les lignes de conduite que la direction doit prendre, puis les employés, pour résoudre les conflits. On veut-tu qu'ils résoudent les conflits à l'amiable ou on veut juste que l'office règle les conflits pour simplifier la vie de l'office et des employés? Donc, ce que vous devriez faire, c'est demander au directeur ou à la directrice de faire rapport au conseil d'administration régulièrement sur c'est quoi les principaux conflits que l'office traite, puis comment elle les traite à la satisfaction non seulement de l'office, mais aussi à la satisfaction des locataires qui se plaignent. Ça, vous avez le droit de demander un rapport là-dessus. Donc, quand Mme Lavigne disait, est-ce qu'il y a des offices qui ont des comités de gestion des plaintes puis tout ça? Oui, c'est une bonne idée. Ça peut être le conseil d'administration, ça peut être un comité du conseil d'administration, mais on doit demander aux dirigeants de faire rapport de leur travail, notamment c'est quoi les plaintes que l'office reçoit, c'est quoi les conflits qui sont traités, puis surtout comment on les règle, ces conflits-là, puis pas juste dans l'esprit de simplifier la vie des locataires et des administrateurs, mais on a-tu réglé les doléances que les locataires avaient pour qu'ils soient heureux chez eux? Puis l'autre chose, le CA devrait s'assurer, dans l'esprit justement qu'on règle les choses à l'amiable, que quand on décide d'utiliser la régie du logement pour mettre à la porte des gens, bien, que toutes les tentatives de solution à l'amiable ont été utilisées. Tu sais, le réflexe facile, ça serait de dire, ah, on a un problème, on va à la régie du logement, on met un locataire dehors. Mais ça, c'est totalement contraire à l'esprit de travailler à résoudre les conflits dans l'intérêt de l'office, mais aussi dans l'intérêt de tous les locataires impliqués. Robert? C'est important, oui. Oui, là, j'ai à peu près 6 questions en attente et il est 14. Donc, puis on va avoir le temps de faire un retour et une petite conclusion. Donc, je vais te faire 3 questions en rafale, si tu peux nous y répondre brièvement, puis ensuite, je vais t'en donner 2 autres, puis on va s'arrêter là. Donc, c'est bien que ça suscite l'intérêt des gens. Au niveau des plaintes, il y a Yves de l'Outaouais qui nous dit « S'il y a un cas récurrent de plainte puis que ce n'est pas réglé, est-ce que nous, comme locataires, on peut s'adresser puis interpeller le CA pour pouvoir régler ça? Donc, est-ce qu'on a cette possibilité-là? Si jamais on avait un comité de plainte, est-ce que, qui à l'intérieur du CA, est-ce qu'un locataire qui siège au CA de l'Office peut faire partie de ce comité-là? Une autre question. Et là, j'ai une question qui est un petit peu plus loin. Dans le temps, quelqu'un qui nous demandait tout à l'heure, on a dit que le CA doit consulter le CCR sur un certain nombre de points. On a effleuré ça tout à l'heure. On va le voir plus longuement la semaine prochaine, mais la personne nous demande, est-ce que, dans le fond, pardon, est-ce que sur
les travaux majeurs ou les travaux en général, est-ce que les locataires doivent être consultés là-dessus? Puis est-ce que le CA doit avoir un rapport là-dessus pour pouvoir agir en conséquence? Donc, je te laisse ces 3 questions-là. Écoutez, on s'entend donc le conseil d'administration adopte des règles importantes, puis ensuite on demande au directeur ou à la directrice de traiter les problèmes des locataires en fonction des règles que le conseil s'est données. Bon. Ça, c'est rendre service au directeur. Tu sais, si on met des règles et des façons, on dit on veut que tu agisses comme ça, bien après ça, lui, il agit en conséquence. Si comme conseil, on n'a pas donné des règles au directeur, bien, il fait ce qu'il veut avec sa tête et son opinion à lui. Tu sais. Mais là, ce n'est pas le conseil. C'est plus le conseil qui mène, c'est le directeur ou la directrice qu'on a laissé se débrouiller tout seul. Ça arrive, puis des fois c'est la faute du conseil qui ne veut pas assumer ses responsabilités. Bon. Quand un directeur, normalement, le directeur, on devrait lui demander de rendre compte au conseil, justement, une fois par 3 mois, une fois par 6 mois, nous faire un rapport du nombre de plaintes qu'il y a à l'office. Puis ça dans la mentalité également que, vous savez, sur les sites des offices, c'est écrit aux locataires, si vous n'êtes pas satisfait, vous avez le droit de vous plaindre. On vous encourage à nous le dire. Là. Si vous êtes insatisfait, vous avez des problèmes, soyez les bienvenus. Tu sais, parce que tu peux avoir un office qui c'est jamais écrit que tout le monde a le droit de se plaindre, puis là, tu as peur de déranger, tu as peur de les fâcher si tu te plains. Non, non. Le conseil doit avoir adopté une politique qui dit ici, là, on est au service des gens. Ça fait que si les gens ne sont pas satisfaits, soyez pas gênés, n'ayez pas peur. Là. On vous invite à vous plaindre. Donc, il faut avoir une politique qui encourage les gens à se plaindre. Puis après ça, comment on va traiter ça? Bien là, c'est le directeur qui a à les régler à l'amiable les plaintes. Et ce qu'on doit dire au directeur, c'est si tu n'es pas capable de les régler, tu dois nous en faire rapport. Parce que si tu n'es pas capable de le régler, le problème, dis-nous-les. Nous autres, au conseil d'administration, ben, on va t'aider. Les affaires que tu n'es pas capable de régler avec la politique qu'on t'a donnée, ramène-nous au conseil d'administration, les cas récurrents, les gens qui ne sont pas satisfaits, puis comme conseil, on va regarder ça, puis voir s'il n'y aurait pas lieu d'adopter des nouveaux règlements. Tu sais, dans le fond, on va aider le directeur ou la directrice. On lui demande de régler les problèmes avec la politique qu'on s'est donnée. S'il y a des trous dedans, des gens qui ne sont toujours pas satisfaits, dis-nous-les. Fais-nous un rapport. Tu sais, notamment, on veut le savoir, l'office, on va-tu à la régie du logement contre 10 personnes, 20 personnes, 40 personnes dans l'année? Puis sur quoi? Parce que ça, c'est un indice. Si on va beaucoup à la régie contre du monde, là, on va se dire, écoute, on réussit à régler à l'amiable nos affaires? On a une orientation qu'on veut régler ça à l'amiable, puis là, on a pas beaucoup de cas à régie. C'est bon. Ça veut dire qu'on a réussi à régler les affaires. Ou si, oups, on a plein de cas à régie, on va se dire un instant, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est-tu notre règlement qui n'est pas bon ou c'est le travail des employés? Ben donc, c'est normal que le conseil demande, c'est la question de régler à l'amiable les conflits, demande une reddition de compte là-dessus. Comment ça va? On est-tu bon ou on n'est pas bon? Puis des cas qu'on n'arrive pas à régler, des cas récurrents, on veut le savoir parce qu'on va aider les employés à débloquer ces dossiers-là. Donc, c'est très important. Sur les consultations... Oui. Puis ça... Rapidement, parce que j'ai quand même deux autres petites questions. Juste dire, pour convaincre les membres du conseil d'administration, les autres membres, que, comme disait tantôt Ginette Giroux de Beauharnois, Mercier, pardon, qui disait chez nous, là, quand on essaie de ramener des problèmes de locataires, ils nous disent que ça ne concerne pas le conseil, c'est juste la directrice. Ben, moi, je pense qu'il faut prendre appui sur le code de déontologie, parce que le code, ce qu'on regardait tantôt, là, il y a un article qui dit que le conseil doit être à l'écoute des besoins de la clientèle. On doit être à l'écoute des besoins. Donc, quand il y a des gens qui ne sont pas satisfaits, c'est parce que le besoin n'est pas rempli. Donc, si le conseil doit être à l'écoute de ça, c'est normal comme conseil qu'on s'intéresse à savoir, coudonc, y en a-tu des plaintes, y en a-tu des besoins exprimés, puis est-ce qu'on y répond bien ou pas bien? Donc, on peut prendre appui pour ça, pour dire, un instant, M. le Président, là, ces questions-là qui concernent les locataires, c'est notre responsabilité comme conseil parce que le Code dit qu'on est là pour être à l'écoute des besoins des gens puis qu'on doit privilégier le règlement à l'amiable des conflits. Fait que, c'est dans nos devoirs, fait qu'on peut-tu faire nos devoirs? Puis pour ce qui est du RAM, ben écoutez, c'est une chose, dans une année, là, le conseil d'administration de l'Office, à tous les ans, il adopte un budget
puis c'est pas facile, c'est compliqué avec le gouvernement, là, mais on a de l'argent pour faire des rénovations. On doit consulter le comité consultatif des résidents là-dessus, sur les ça, le argents. RAM, Puis c'est les le RAM, c'est travaux les projets majeurs. de rénovation qu'on va faire dans les immeubles. On doit s'asseoir pour en jaser avec notre comité consultatif parce que c'est une question très importante qui va toucher les locataires. Donc, mais ça, on va y revenir la semaine prochaine. Super. Donc, je vais faire une petite dernière question, brève, et ensuite, on va passer aux petites annonces et à la conclusion et à l'évaluation. Donc, une question qui revient souvent, souvent, souvent. A-t-on droit d'avoir une copie des procès-verbaux des rencontres du conseil d'administration? 1, comme membre du CCR. 2, comme simple locataire. En vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels, n'importe quel citoyen au Québec, même quelqu'un qui n'habite pas, le voisin d'en face qui n'habite pas des HLM, là, il aurait le droit de demander copie des procès-verbaux de l'organisme public qui s'appelle l'Office d'habitation. Imaginez, si le gars ou la femme qui habite dans un bungalow aurait le droit, en vertu de la loi, de demander copie du procès-verbal de l'Office, on peut-tu penser que vous autres, que les locataires qui vivent dans les HLM, que les gens qui sont actifs dans des associations, des comités, vous avez parfaitement le droit d'avoir accès à ces documents-là. La seule chose, comme on l'a vu tantôt, c'est quand on reçoit le procès-verbal, on va cacher les données nominatives qui sont dedans. On va, un petit peu comme pendant la guerre, là, on va rayer les noms, s'il y a des noms de gens qui sont mentionnés, ça serait, bien, vous avez parfaitement le droit à ça. Et comme on va le voir la semaine prochaine, si n'importe quel citoyen a le droit d'avoir ça, c'est encore plus vrai pour les comités consultatifs des résidents. Si l'Office a un comité consultatif, puis qu'elle va avoir des avis et des points de vue intelligents de la part des locataires au comité consultatif, bien, l'Office doit les tenir au courant de ce qui se passe, les informer. Donc, leur fournir les documents, un petit peu comme au CA, fournir les documents aux locataires. Donc, fournir c'est quoi les demandes de budget, c'est quoi les règlements, c'est quoi les discussions qu'il y a au conseil d'administration. Tout ça, là, ça doit être remis aux locataires parce qu'on veut être transparent. Donc, mais on va y revenir plus spécifiquement la semaine prochaine sur ce que le comité consultatif des résidents a le droit d'avoir comme information puis comme aide de l'Office pour travailler ensemble et avoir du plaisir et avoir des bons résultats. Super. Donc, on va s'arrêter là-dessus pour ce qui est du contenu d'aujourd'hui. De toute façon, on a une séance la semaine prochaine. Oui, je peux-tu juste dire, moi, j'inviterai les gens, à compter de demain, on va mettre le code de déontologie sur notre site. Ouais. C'est la première page du côté droit, là, dans une colonne verte. Allez le voir, lisez-les à la lumière de ce qu'on a jasé aujourd'hui. Puis je suis sûr que il y a plusieurs choses sur lesquelles vous allez allumer. Là. Dans le fond, je voulais juste vous donner comme une espèce d'avant-goût du fait qu'on peut s'appuyer sur ce code-là comme locataire quand on est au CA pour dire on a des responsabilités, là, on doit être à l'écoute des locataires, on doit chercher à régler à l'amiable les affaires, puis on a un job à faire là, au niveau des droits des locataires au conseil. Ça ne dépend pas juste du directeur. Au conseil, on a un job à faire là-dessus. Super. Donc, c'est ça. C'est ce que je m'en allais dire. Sur le site Internet, vous trouverez la vidéo d'aujourd'hui, un lien pour le code de déontologie. Et il y en a qui me l'ont demandé tout à l'heure. Le PowerPoint, la présentation qu'on vous a diffusée, il va être également disponible sur le site. Donc, on vous invite la semaine prochaine à la dernière rencontre de formation sur les administrateurs conseil d'administration et ça va porter plus précisément sur comment bien représenter les locataires au conseil d'administration. Donc, avant de se quitter, on aimerait vraiment vous entendre là, pour voir comment vous avez trouvé la rencontre d'aujourd'hui. On s'est-tu amélioré? On peut-tu encore être meilleur? Donc, j'aimerais, pour ceux qui le souhaitent, si vous voulez lever la main pour nous dire vos petits commentaires, ça nous intéresserait beaucoup. Il y a des gens, oui, il y a Yves. Alors, Yves, tu peux ouvrir ton micro. Et voilà. Moi, je veux d'abord féliciter la permanence pour le travail, en tout cas, moi, je trouve colossal que vous faites, surtout dans les circonstances qu'on vit. Je trouve que c'est un très bon travail, j'admire ça. Puis aujourd'hui, moi, j'ai eu plus d'informations que je n'attendais.
Alors, comme je suis un futur, peut-être en devenir un membre de représentant des locataires sur le CA de mon office, ben, j'ai beaucoup d'informations qui vont m'être très utiles, qui m'ont été livrées dans les 2 dernières rencontres. Puis je vais sûrement être présent à la prochaine pour encore apprécier le bon travail que vous faites pour nous aider, surtout avec des formations de ce genre-là. Je trouve ça très important, moi, pour les locataires. Alors, merci. Super, merci beaucoup. Merci de votre participation à tous aussi. Il y a André Ouellette, puis ensuite, je vais prendre Constant. Donc, André Ouellette de Gaspé qui est avec Jules. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, moi, je trouve que les réunions, les 2 qu'on a eues, je trouve ça très dynamique. On est nouveau dans le système au niveau de la formation des assemblées. Je trouve qu'on apprend beaucoup de choses avec les consultations que vous faites. J'ai hâte de voir le CEL pour le CCR la semaine prochaine. Dans 2 semaines. La semaine prochaine, c'est la dernière OCA, puis ensuite, on entame une série 3 exactement sur les CCR. Mais André a raison. La semaine prochaine, on va jaser du lien entre les 2 locataires au CA de l'Office puis le comité consultatif des résidents. Comment on peut travailler en équipe. Aussi, c'est vrai. Oui. Donc, merci, M. Ouellette. Donc, je vais prendre Constant, puis ensuite Isabelle Talon. Donc, Constant, c'est à toi de Sherbrooke. Oui, moi, je voudrais appuyer Yves pour le travail que vous faites parce qu'à quelque part, on est tous les 2 membres du conseil d'administration de la FED. Puis, qu'est-ce que vous voyez là c'est une pinotte parce que c'est Walt Disney, qu'est-ce qu'ils font pour nous autres. Là. Puis, moi, je voudrais rajouter quelque chose. Je l'ai écrit tantôt, puis je n'ai pas écrit au bout de ce que je voulais dire concernant les dossiers présentés aux locataires. Quand il y a une chance de les avoir bien plus de bonheur que 7 jours, ça serait bien pratique. Parce que bien des fois, il y a des beaux gros dossiers qui sont bien étoffés. Puis quand ils sont emmenés à la dernière minute pour le commun des mortels, des fois, c'est compliqué de pouvoir se prononcer là-dessus. Je vais donner un exemple. Quand il était le temps des questions des quadriporteurs, il y avait un beau gros projet qu'on s'est fait emmener. Constant, peux-tu nous faire une rencontre extraordinaire pour ça au CCR? Bien, ça s'est expliqué en dedans de 3/4 d'heure, 1 heure. Puis là, le dossier, les feuilles, on a eu ça sur place. Quasiment, là, parce que c'est une rencontre extraordinaire. On a eu comme 3 jours pour se préparer pour le faire. Fait que il y aurait eu des dossiers qui auraient rentré plus de bonheur dans ce genre-là, des gros dossiers, bien, qui sont faciles, qui sont difficiles à lire d'une shot ou bien tout ça. Annoncer dessus. Moi, c'est le commentaire que je voulais emmener à quelque part pour encourager les gens, s'ils sont capables de le faire dans l'ECA, de le faire, ça. Ça, c'est une lacune, ça. Et si on n'est pas en mesure de voter parce qu'on n'a pas eu le temps, de demander le report du vote sur cette question-là. Robert l'a mentionné. Je pense que ça se peut aussi. Hein? C'est possible. Merci, Constant. Donc, on a Isabelle Talon, puis ensuite, toi aussi. Ensuite, on va donner la parole à Carole Maillard. Donc, Madame Talon, allez-y. Oui, bien, moi, je vais aller dans le même sens que mes collègues. Je trouve que c'est une très belle plateforme. C'est juste pas assez long. Parce que comme administratrice, justement, au CA de l'Office de Longueuil, j'ai énormément de poids sur mes épaules et le partager avec vous, c'est intéressant. Puis ça aide à ne pas se sentir tout seul là-dedans parce que c'est très, très, très exigeant par moment. Puis je suis entièrement d'accord avec Constant en disant que les documents devraient être remis plus tôt dans les rencontres parce que justement, nous, on en a reçu vendredi, il aurait fallu répondre lundi. On a demandé de le reporter parce qu'on n'avait pas le temps. Puis, oui, ça reste que c'est du bénévolat, mais la fin de semaine, moi, je ne suis pas nécessairement dans mes papiers. Donc, on n'a pas le temps. Fait que j'aime beaucoup les plateformes, puis je trouve ça super bien. Merci beaucoup. Bon courage. Merci. Alors, Madame Maillard, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, moi, c'est pour... j'apprécie beaucoup ces informations. C'est ma première année comme CCR, puis ça me nourrit beaucoup en informations. Puis, en tout cas, la formule est excellente, puis c'est un beau bagage que je reçois avec plaisir. Vous êtes de quel endroit, Madame Maillard? Oka. Ah, OK. Ah oui! Oh, c'est tellement beau. OK. Oui, merveilleux. Puis encore bravo pour votre travail, c'est très apprécié. Écoutez, juste sur le bravo, là, moi, c'est à vous qu'il faut dire bravo. C'est vous
sais, Isabelle vient de l'exprimer très bien, là. C'est vous qui siégez sur les conseils d'administration bénévolement, qui essayez de représenter au mieux que vous pouvez les autres locataires. C'est à vous qu'il faut tirer notre chapeau. C'est vous qui faites des efforts. Là. Ça fait que, c'est vous, en plus, qui êtes ici pour essayer d'être meilleur là-dedans. Ça fait que, en tout cas, bravo à vous. Là. Puis, on pourra venir après les 3 sessions. Je vous le dis tout de suite, on a peut-être le projet de poursuivre en disant que ceux que ça intéresse, qu'on pourrait se voir, exemple, une fois par mois, mais pas pour se donner de la formation, mais plus faire ce qu'on appelle un partage, là. Un partage d'expérience, tu sais, comment ça va, c'est quoi les problèmes chez vous, qu'est-ce que tu fais, toi, comme d'autres, moi, je pourrais faire ça comme ça, tu sais. On appelle ça plus un groupe de partage pour se communauté soutenir. de pratique, là, ouais. Mais on en parlera à la fin de la semaine prochaine, là, à ceux que ça pourrait intéresser. On a Solange Aubin qui a levé la main. Donc, Solange, je vous donne la parole. Oui, bonjour. Moi, c'est pour vous remercier, puis j'en apprends beaucoup avec ça, avec la formation. Et puis, j'aurais une petite question en même temps. Un DG est nommé par qui? C'est le conseil d'administration de l'Office qui l'engage. Bien, ça se peut que ça ait été engagé il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, mais c'est le conseil d'administration qui a le pouvoir d'engager un DG. C'est le conseil d'administration qui devrait l'évaluer une fois par année. C'est le conseil d'administration qui signe son chèque de paye. C'est le conseil d'administration qui aurait le pouvoir de le chicaner s'il ne fait pas bien son ouvrage ou même de le congédier puis d'en engager un meilleur. C'est le conseil d'administration de l'Office qui a ce pouvoir-là. Bon, parfait. Merci beaucoup. Bonne journée. Vous êtes de Mascouche. Ouais. C'est ça. Pour le bénéfice de tout le monde. Parfait. Merci. Bye-bye. Bye. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui aimeraient s'exprimer? Là, j'ai 2 pages. Je ne vois pas de petits signes de main. Non. Donc, sur ce, je vais faire le relais de ma collègue Elisabeth, qui est en charge de l'infolette et qui gère beaucoup le Facebook. Donc, elle vous suggère par le chat, mais je vais le dire à tous, là, pour les gens aussi qui sont au téléphone. Donc, sur le site Internet, évidemment, on met toujours les vidéos, mais on a aussi un infolettre qui vous informe de toutes les nouvelles importantes qui vous concernent ou qui concernent le locataire HLM. Donc, quand vous allez sur le site, si vous allez en haut à gauche, il y a une petite boîte grise. C'est marqué infolettre. Vous avez juste à entrer votre adresse courriel, puis cliquez Enter, Entrer. Et puis, à ce moment-là, vous êtes automatiquement inscrit à notre infolettre et vous allez recevoir notre infolettre par courriel pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait. Je pense que c'est une autre bonne source d'information. Et pour ceux qui sont sur Facebook, on a également une page Facebook où on publie l'information. Donc, on vous invite à consulter la page, à vous abonner à la page, d'être notre ami, en fait. On veut de plus en plus d'amis. Et si vous êtes déjà en lien avec nous sur la page Facebook, de partager, en fait, l'information qu'on met sur Facebook parce que ça informe un plus grand nombre, encore là, de locataires, là, des sujets importants et aussi de ce qu'on fait, des formations comme aujourd'hui, tout ça. Donc, Facebook, l'infolette, c'est une autre façon, en plus du site Internet là, qu'on a actuellement pour communiquer avec vous. Donc, c'est très, très précieux. Merci pour le rappel, Elisabeth. Et donc, sur ce, je vous dis à la prochaine formation le 4 novembre, mercredi prochain, et prochaine causerie avec des sujets particuliers. Notre prochaine causerie, c'est toujours les lundis à 1h30. Donc, merci à tous d'avoir été là. Un grand merci à Robert du partage de tout son savoir. Et donc, on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. On fait attention à nous autres. Au revoir, prenez soin. Surveillez vos fréquentations. Oui, c'est un... Ouais. Au revoir. Bonne semaine tout le monde. Bonne semaine. Régent, est-ce que tu restes avec moi? Bonne semaine, bonne semaine, bonne semaine, bonne Bonjour, semaine. Joanne. Bye. Madame Pelletier. Bon,
Régent, tu n'as pas de son? Monsieur Pilon, Oui. est-il possible de me rappeler concernant ce qu'on avait parlé des appels automatisés? J'ai laissé un message, là. Je devais vous rappeler, puis j'ai pas fait ça. OK. Dans le chat, pouvez-vous me donner votre numéro de téléphone? OK. Là? Oui. Juste mettre, pas everyone, juste mettre FLHLMQ. OK. Robert, il va être l'unique. Il va pouvoir le voir avec moi. Ça ne me dérange pas. Voilà. J'ai enregistré le chat. OK, je vous quitte. Au revoir. Bonne semaine. Vous aussi. Ben, vous aussi. Ça se peut que je vous appelle après dîner, par exemple, Joanne. Aucun problème, je suis là. OK, à tantôt. Bon, Au plaisir, Madame Nadon. J'aime toujours ça vous voir. Oui, je t'entends, Régent. Donc, okay. Est-ce qu'on sédule une date pour les réunions du CCR de Longueuil? Oui. Hey, coudonc, c'est-tu parce que tu n'as pas le chauffage dans ton logement? Non. Je te vois que c'est mauvais. OK. C'est une mauvaise habitude. OK. T'es nerveux. Ça va. Ils sont-ils fait couper le chauffage? Non, On se rendu là. Oui, je suis venu. J'ai même mon foulard. Non. OK, quelle date tu veux faire ça? Ben là, je regarde avec toi, mais tu sais, parce que dans le fond, j'ai vu la liste des locataires. Ça ne sera pas trop compliqué d'appeler les gens. Moi, tu as vu? OK. L'idée, c'est ça. On pourrait faire ça plutôt un lundi 9, le 9 novembre. Écoute, Régent, ça serait-tu possible un mardi? C'est trop loin ou? Un mardi? Je te dis ça parce qu'on fait une ligne ouverte le lundi et des formations le mercredi. Ah, ben oui. Si c'était le mardi, ça serait mieux. Ah, c'est vrai, OK. OK, mardi. Le 10? Oui, mardi 10 novembre, OK. Le matin, on pourrait faire ça de 10h à midi? Oui, parfait. 10h à midi, oui, parfait. Puis, si tu veux, je t'enverrai un ordre du jour. Un ordre du jour. Mais l'idée, là, ça serait de faire, dans le fond, on ferait un tour de table des gens présents pour savoir, écoutez, comme au niveau de la COVID, des mesures de prévention de la COVID, puis au niveau des services généraux de l'Office, entretien, comment ça va? Oui, bonne idée. Êtes-vous satisfait? Y a-t-il des problèmes? OK, oui, c'est une bonne idée, ça. Ça t'irait? Oui, très bien. Oui. Il y a des problèmes, oui. Je t'envoie une proposition d'ordre jour avant la fin de la semaine. Puis si tu es d'accord, je l'enverrai aux gens avec le lien. Oui, parfait. OK. Super. Mardi le 10, Régent. OK. Toi, ça va-tu bien? Régent? Oh, ça va pas pire. Oui, ça va pas pire. OK. Je vous laisse, Robert. C'est beau. Ben, c'est tout. Okay. Alors, au plaisir, Régent. OK, salut, Robert. OK. Bon courage. OK, merci, bye. Bon courage, merci. Bon examen, Catherine. Merci. Bye.